Bonjour, alors nous nous apprêtons à parcourir une introduction au rétablissement et à la pleine citoyenneté. Et pour commencer cette leçon, nous allons parcourir sous forme de club de lecture un article écrit par Larry Davidson l'année dernière. Et ça va nous permettre de voir comment la profession en émergence là, de mentor de rétablissement, ce qu'on appelait père aidant, est quelque chose, un métier qui devrait connaître des développements quand même très importants. Ça devient une assez grosse business, en fait. Okay? Et c'est ça que Larry Davidson, dans le fond, dans cet article-ci, introduit. Larry Davidson, il est professeur à l'Université Yale. C'était mon mentor quand je faisais mon postdoc là-bas. On reste dans la notion de mentorat. Et il dirige le Yale Program for Recovery and Community Health. Donc, c'est une sommité mondialement connue du rétablissement en santé mentale. L'article qu'on va regarder, vous l'avez dans votre PowerPoint. Ça se présente comme ça. Ça, c'est l'abstract, le résumé de l'article. Et ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes, c'est que moi, je vais commenter quelques extraits que j'ai surlignés en jaune dans l'article lui-même. Ça ne paraît peut-être pas de manière si flagrante dans vos PowerPoint, ça dépend comment vous l'avez imprimé, là, mais dans le diaporama ici, vous allez voir les extraits. D'accord? Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Larry Davidson il y a quelques semaines. Vous pouvez voir l'entrevue que j'ai enregistrée. Il va parler de cet article-ci, de quelques autres aussi auxquels vous pourrez avoir accès. Et puis, je lui ai dit, dans le fond, que là, on s'apprêtait à partir à démarrer une nouvelle formation de mentor en rétablissement, de rétablissement. Et je voulais bien le faire, parce que le rétablissement, ça peut vouloir dire tellement de choses. Dans le fond, c'est très personnel. Pour certaines personnes, le rétablissement, c'est quoi? C'est enfin, j'ai trouvé la bonne balance de médication qui me permet de fonctionner, d'aller à mes rendez-vous, d'être actif. Pour d'autres personnes, c'est enfin, je n'ai plus besoin de médicaments, je suis donc plus ou moins guéri. Le problème, c'est que le mot même de rétablissement, c'est un mot du vocabulaire quotidien. Souvent, dans l'esprit des gens, on associe ça à la guérison. Mais ce n'est pas ça du tout. Ça peut s'apparenter à ça, mais l'idée, c'est plutôt que lorsque on a une condition de santé X, Y, physique ou mentale qui est là, qui ne disparaîtra pas, c'est comment réussir à trouver un équilibre personnel et social pour rester dans le fond, actif pour continuer à poursuivre ses rêves, à avoir des aspirations, des ambitions au plan professionnel ou personnel et interpersonnel. Qu'on soit un peu, beaucoup ou pas du tout, ou très malade, nous avons tous droit à la poursuite du bonheur. Et ça, c'est un des principes enchâssés dans la Déclaration d'indépendance américaine. Et c'est ce que le rétablissement rappelle. Avec le rétablissement, à la différence de la guérison, une fois que la guérison est faite, ben, on redevient à peu près la même personne qu'on était avant. On continue. Alors que le rétablissement, c'est un maintien d'un équilibre qui est toujours un peu challengé, qu'on ne doit pas prendre pour acquis. L'image qui nous vient souvent à l'esprit, c'est celle du cycliste. Si on arrête de pédaler, ben, on tombe. Comment, à travers cette expérience-là de transformation que la maladie parfois impose, c'est un peu ça dans le fond, comment voir ça comme une occasion de développement personnel, de transformation personnelle. Le rétablissement, parfois, c'est justement de ne pas redevenir comme on était avant. Surtout lorsque le problème de santé mentale est associé, par exemple, à des habitudes de vie malsaines. Supposons consommation de drogue, alcool. Des fois, les personnes qui sont passées par là reviennent en rétablissement. Le mot même recovery
vient beaucoup du milieu des alcooliques anonymes. Donc, les alcooliques anonymes ne vont pas dire une fois que je suis en rétablissement, je peux recommencer à boire. Bien sûr que non. Donc, le rétablissement, c'est un processus de transformation intérieure, éventuellement aussi transformation du mode d'organisation des soins de service, des soins et services de santé mentale, pour que ce soit vraiment centré sur le projet de vie de la personne et non pas sur la réduction de ses symptômes. Il faut que ça soit bien fait, évidemment. Mais ce n'est pas suffisant pour que la personne puisse s'accomplir comme citoyen à part entière. Donc, le rétablissement comme processus de transformation intérieure, c'est un petit peu ça comme ça qu'on le conçoit. Puis l'expérience de la maladie est une expérience de laquelle on peut énormément apprendre. Ça va tous nous arriver éventuellement. Avec le grand âge, on va tous devoir composer avec une forme ou une autre de maladie dite chronique. Puis ici, dans le fond, ce que nous propose Larry Davidson dans cet article-là, c'est que l'idée, quand on parle, vous voyez l'extrait, le premier extrait en jaune, restoration, c'est un peu ça le rétablissement, c'est ce qu'il s'agit de rétablir, c'est souvent la personne elle-même dans ses attributs citoyens. Vous savez, quand on est diagnostiqué d'une maladie mentale sévère, on peut ensuite être des symptômes bien contrôlés. Même éventuellement, on n'en a plus de manifestations, ça ne paraît pas nécessairement. Sauf qu'à cause de ça, on a peut-être perdu un emploi, on a peut-être perdu la confiance de nos proches, on a peut-être perdu un réseau social auquel on tenait. Parfois même, légalement, nos droits de signer des contrats, de prendre du crédit, des choses comme ça. Les droits eux-mêmes, comme citoyens à part entière, sont suspendus des fois pour une période plus ou moins prolongée. Puis ça laisse des séquelles après coup. La stigmatisation, les gens, on est peut-être réputés dans son voisinage pour avoir été diagnostiqués. Même chose au travail. Puis ça nous suit au niveau des assurances également. Donc, même si les symptômes sont sous contrôle, les répercussions du fait d'avoir été diagnostiqué font qu'il y a beaucoup de pertes associées à ça. L'émission, au fait de porter cette étiquette-là. Ce qui fait que le rétablissement, c'est souvent de rétablir, dans le fond, la personne comme personne à part entière avec des projets, des aspirations, avec des rôles significatifs pour une vie productive, dans le sens, pas seulement au travail, là, mais une contribution à son entourage, à son voisinage, incluant, mais ne se limitant pas à l'exercice d'un travail rémunéré. Ce qui fait que pour bien des auteurs, le rétablissement, c'est vraiment une petite révolution là, en marche. Et au plan de la réorganisation du système, c'est la première réforme qui va partir de ce que les usagers ont besoin pour redevenir des citoyens contributifs, en quelque sorte, à part entière. C'est pas juste régler les symptômes, puis après tu retournes à faire face à la stigmatisation sociale. Puis on s'en lave les mains comme système de santé. Donc, on veut vraiment partir du projet de vie de la personne et comment tout le système, dans le fond, va venir soutenir l'atteinte des objectifs que la personne se donne elle-même. C'est pour ça qu'ici, le deuxième extrait, on voit que c'est une réforme qui part de la perspective des usagers. Tout ça, c'est associé avec, entre autres, toutes sortes de mouvements sociaux, de revendications dans les années 60-70. Par exemple, mouvement anti-ségrégationniste aux États-Unis, qui voulait une égalité raciale pour tout le monde, plus de ségrégation basée sur la race. Tout le monde a droit à une vie dans la communauté. Puis, il y avait d'autres mouvements féministes, entre autres, qui ont dit nous aussi, on a le droit d'être indépendants, d'avoir une vision différente du modèle on dit souvent white anglo-saxon protestant, WASP,
qui était la norme. Bon, de plus en plus, ça a été challengé. C'est pas la seule façon de vivre. C'est pas juste comme ça c'est pas le standard auquel tout le monde devrait se comparer. Il y a eu ces contestations-là, puis le mouvement des usagers en santé mentale faisait partie un peu de ce mouvement-là. Puis il y a eu des voix qui ont commencé à s'exprimer, des voix qu'on a entendues, qui ont fait de la défense des droits, hein, les efforts des gens en santé mentale pour exprimer leur insatisfaction par rapport à un système qui était très paternaliste, centré sur la pathologie, puis qui ne satisfaisait pas les gens qui recevaient, qui étaient dans ce système-là, ou qui l'ont dit. Par exemple, ici, aujourd'hui même, on est à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'ancien hôpital Louis-H. Lafontaine, anciennement l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il y a eu ici même, jusqu'à 6000 patients, des fois qui arrivaient ici, jusqu'à la fin de leur jour. Là, heureusement, maintenant, on est à 250-300. Puis, OK, les gens, tant qu'ils ont besoin de soins, on est là. Mais il n'y a pas de raison de maintenir les gens à l'hôpital s'il n'y a pas un besoin de soins immédiats qui ne peut être solutionné, satisfait ce besoin-là qu'à l'hôpital. Normalement, une fois que tu as eu ton service, tu te retournes chez vous. C'est arrivé ici, un ancien patient, je pense d'ici même, il a sorti un livre dans les années 60 qui s'appelait « Les fous crient au secours ». Puis ça a fait sensation. Là, un scandale en quelque sorte, parce qu'il décrivait la façon que les patients ici, à 6000, là, dans tout ça, imaginez-vous l'entassement, c'était vraiment comme des conditions de camp de concentration. Là, ça a été dénoncé. Là, c'est devenu un enjeu public. Là, il y a eu une enquête, et c'est là qu'ils ont dit « Oh, on va réformer ça. C'est pas normal, là. On est supposé offrir des soins, aider les gens à se rétablir si c'est pas à guérir. » Donc, c'est là qu'est arrivé le modèle médical, plutôt que le modèle de prise en charge par charité chrétienne, qui était très bien. L'État québécois s'est construit un peu dans ces années-là, avec la Révolution tranquille des années 60, en rapatriant ce que les communautés religieuses faisaient en matière de santé et d'éducation. Ça, c'est devenu les deux plus importants ministères du gouvernement québécois. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est à peu près la moitié du budget du gouvernement. Un autre quart pour l'éducation. Et j'allais dire le troisième quart, le quatrième quart, c'est pour toutes les autres missions et tous les autres ministères confondus. Donc, quand on parle de la société distincte québécoise, là, en termes d'action gouvernementale, c'est énormément la santé et les services sociaux et l'éducation. Puis, par exemple, on parle bien de santé et services sociaux. Ailleurs au Canada, les services sociaux, c'est plus le palier municipal qui s'en occupe. Ici, c'est une particularité de la société québécoise. Ça vient ensemble, santé et services sociaux. Donc, on a cette interrogation-là aussi. Là. Socialement, qu'est-ce qu'on va faire pour les gens? Une fois que, tant mieux si les soins typiquement de santé ont bien fait leur travail, mais on voit que ce n'est pas suffisant pour favoriser l'inclusion sociale de tout le monde. Donc, il y a eu des role models, des gens qui ont pris la parole sur la place publique. Ça a contribué à déstigmatiser. Il y a plein de gens dans la population qui n'osaient pas trop s'affirmer, qui se sont reconnus dans des personnes comme ça. Plus récemment, on pense à M. Luc Vigneault, qui est un mentor de rétablissement bien connu au Québec, qui a passé à la télévision, à l'émission Tout le monde en parle. On a un humoriste comme François Massicotte, qui parle ouvertement et même fait beaucoup d'humour à propos de sa maladie bipolaire. Là, ce qui fait que bien des gens se reconnaissent là-dedans. Ils disent, dans le fond, ça fait partie de la vie. J'ai moins honte en entendant des gens se libérer, devenir indépendants par rapport à ce que les gens peuvent bien penser, là, puis en prenant la parole publique, ça va inspirer d'autres personnes qui souffrent de manière isolée, puis qui retournent contre elles cette stigmatisation qui devient de l'autostigmatisation, qui est une grande source de souffrance. Donc, pour revenir à l'article de Larry Davidson, dans le fond, l'idée, c'est comment soutenir les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent s'accomplir dans leur communauté?
selon leurs aspirations, les choix qu'ils peuvent faire. Comme n'importe quel autre citoyen qui peut choisir où habiter, quel métier exercer. Ouais, c'est sûr, on peut. Moi, j'aurais aimé ça être joueur de football. Bon, c'est sûr que j'ai dû renoncer à ce rêve-là. C'est un peu normal. On peut pas. Nos rêves sont toujours à être modelés selon les circonstances, selon nos talents, selon nos aspirations. Puis, on a le droit de se planter, on a le droit à l'échec. Et ça fait partie de l'essai-erreur que tout le monde, tout un chacun, toute personne, dans le fond, est en droit de pouvoir expérimenter. C'est cette notion de droit. Dans l'article ici, oui, on pourra voir ensuite le rétablissement au plan médical, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais ici, c'est au plan légal. C'est-à-dire que Larry Davidson, il va évoquer le American with Disability Act, qui a été voté, je pense, dans les années 70. En gros, un projet de loi sur le droit des personnes handicapées. C'est à ce moment-là que la santé mentale était considérée, les problèmes de santé mentale, comme un type de handicap. Et que, oh, là, ça veut dire, attention, là, les personnes qui ont un handicap sensoriel, hein, aveugles ou sourds, ou moteurs, des personnes en chaise roulante, ou psychiques, ont droit à des accommodements raisonnables. C'est là, on a vu ça au Québec aussi, dans le cas du bâtiment. La construction d'une nouvelle route, un trottoir, maintenant, c'est obligatoire d'avoir, au coin de la rue, une rampe d'accès. Les édifices publics doivent être accessibles aux personnes handicapées qui sont en chaise roulante. Là, on s'est demandé, mais quand on parle de, bon, on n'aime pas tellement l'expression, mais de handicap psychique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'obligation d'offrir des accommodements raisonnables pour favoriser l'inclusion et le maintien dans la communauté. Et là, on va voir que ça devient le mentor de rétablissement, le père aidant, qui, au plan social, accompagne la personne dans sa trajectoire de rétablissement. Donc, Larry évoque ce cadre législatif, l'American with Disability Act. Puis ensuite, plus récemment, c'est le Affordable Care Act, plus connu sous le nom de Obamacare, qui rendait assurable l'accès à l'assurance médicale des millions d'Américains qui ne pouvaient pas se payer ça sur le régime privé. Puis là, ça ouvre toutes les possibilités. Pour avoir accès à ces assurances-là, encore faut-il que le besoin soit considéré comme étant médicalement requis. Là, tu ne peux pas te faire rembourser des dépenses pour n'importe quoi. Il faut que ça soit considéré comme étant un besoin, comme ici chez nous, l'assurance maladie du Québec, c'est prédéfini. Puis les assurances peuvent rembourser certaines choses qui sont admissibles à ce régime-là. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que le service offert par les mentors de rétablissement devient quelque chose qui est couvert par les assurances. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès à ça. Un peu comme ici, on a parfois des régimes d'assurance collective ou même des services de massothérapie sont remboursés. L'acupuncture peut être remboursée. Tu as droit à tant de séances par année. Pose-moi même pas de questions. Tu envoies le reçu, ils te remboursent. Parce que c'est des pratiques qui ont été codifiées. C'est devenu un peu des ordres professionnels qui ont encadré tout ça. Et un code de déontologie qui soutient tout ça. Et c'est là qu'on s'en vient. C'est ça qu'on commence, nous, avec la formation de mentors. Comment éventuellement ça va devenir une pratique qui a des résultats, qui est documentée. Et quand les gens vont dire, moi, pour continuer mon processus de rétablissement, j'aurais besoin d'avoir un accompagnateur au plan social. Quelqu'un qui va un peu me guider, me donner confiance, m'encourager dans mes démarches pour poursuivre mon cheminement comme tout le monde là, dans la société. Et c'est à ce moment-là, voyez-vous le bassin incroyable. Il y a 20 000 mentors de rétablissement aux États-Unis à l'heure actuelle. Au Québec, on est très, très loin, même de ce que le plan d'action en santé mentale dit qu'il faudrait avoir comme nombre
de père aidant, mentor de rétablissement. Et ici, dans cette revue-là, c'est une revue de l'administration de la santé, Health Affairs. Puis l'idée, c'est de dire que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, dans le fond, le besoin qu'ils ont en termes d'accommodation raisonnable, c'est d'avoir ce soutien social-là. Puis, est-ce qu'il y aurait moyen de le paramétrer, de savoir un peu à quoi s'attendre comme service pour favoriser, dans le fond, le fait que les gens puissent continuer à avoir accès à du soutien, mais pas seulement quand ils sont à l'hôpital. Là, il y a plein de professionnels. Ouais, mais quand tu retournes chez vous, le soutien social, il se présente comment? L'idée, c'est de venir au-devant de ce besoin-là. Pas seulement être là quand les gens sont en crise, ça va continuer à bien se faire, c'est très important. Mais une fois que les personnes retournent dans leur environnement chez eux, qu'est-ce qui va être offert, qu'est-ce qui va être dans leur entourage pour encourager à avoir encore cette prothèse sociale que représente le mentor de rétablissement. Et c'est ce qu'on avait fait dans un projet de thérapie par avatar avec Richard, qui accompagne encore aujourd'hui les participants comme un ami, un membre de la famille. Si le participant à la recherche, parce que c'est une recherche quand même assez troublante, n'est-ce pas, là, au début, ça bouleverse. C'est un peu comme accompagner son frère chez le dentiste. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il est en train de se faire nettoyer les dents? Ben, si j'attends quelqu'un qui va lire des revues dans la salle d'attente. Des revues plus ou moins passées date. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Fait que là, notre père aidant, mentor Richard, au début, trouvait ça difficile. Il disait, ben, comme ça, je vais être payé à rien faire. Effectivement, c'est très important de bien ne rien faire. Parce que si le sujet de la recherche, s'il a envie d'en jaser pour son expérience troublante, il peut. S'il n'a pas envie d'en parler, c'est correct. On ne se sent pas obligé de faire la conversation si la personne, c'est pas ça qu'elle veut, mais juste d'être accompagné, des fois, comme on peut faire un très long trajet en voiture, puis pendant de très, très longues minutes, on ne se sent pas nécessairement obligé d'entretenir la conversation. Simplement la présence informelle, accompagner les gens chez le dentiste, à la pharmacie, à l'aide sociale et ainsi de suite. C'est de ça que les gens ont besoin pour se donner confiance puis aller au-devant des obstacles à leur inclusion sociale comme personne à part entière. C'est ça qu'on a vu, différentes études ont démontré que s'il n'y a pas ce soutien-là, on a beau offrir même un appartement à des itinérants. C'est le projet Housing First. Montréal, c'était une des villes participantes au Canada, un chez soi d'abord. Mais si les gens ne soutiennent pas le développement d'habilité de relation avec leur voisinage, il y a de fortes chances que les itinérants retournent en situation d'itinérance parce qu'au moins là, il y avait un réseau social. Ils fréquentaient d'autres itinérants, il y a une petite économie des échanges, on s'échange des trucs. On connaît des gens, alors que si oui, c'est bien beau, c'est super avoir un nouvel appartement, mais si le voisinage ne fait pas confiance, ne nous parle jamais, on ne peut pas montrer ce qu'on sait faire pour se débrouiller. On voit que c'est insuffisant. Il y a ce besoin-là de cibler le fait de stimuler la personne à entrer en interaction avec son voisinage. C'est comme ça que est arrivé, dans le fond, l'entraide, l'entrepreneur de tout temps, ça se fait. Hein? Depuis toujours, les gens, moi, si je me cogne un orteil sur la patte de lit, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais frotter mon orteil. Je n'irai pas à l'hôpital pour ça. Mais si ça se met à saigner, puis ça n'arrête pas de saigner, éventuellement, je vais aller à l'hôpital. Selon la gravité, le niveau de douleur, au début, on essaie de se débrouiller par soi-même, n'est-ce pas? Ensuite, on peut demander conseil à ceux qui sont là sur place, à notre belle-mère ou que sais-je, à notre entourage pour avoir des petits conseils, comment solutionner des petits tracas. Et éventuellement, ça devient, on ne peut pas le solutionner par soi-même ni grâce à notre entourage. C'est là qu'on se présente à l'urgence ou dans les structures de soins.
Donc, de tout temps, il y a un caractère informel à l'entraide et l'aide envers soi-même. Mais est-ce que maintenant, on voit avec le vieillissement de la population, notamment, là, je veux mieux parler d'accroissement de l'espérance de vie. Donc, le modèle de prise en charge institutionnelle, faire en sorte que ceux qui sont malades, on va s'en occuper. Mais là, économiquement, ça ne marche plus, ce modèle-là. C'est plus viable, ne serait-ce qu'en termes économiques. On va favoriser plus l'auto-prise en charge. Si c'est bien fait, si les gens ont accès à de l'information qui les aide dans ce rôle-là et du soutien. Mais c'est pour ça qu'il faut un peu démontrer la plus-value de ce soutien-là. Pour faire de la démonstration, c'est ça notre travail. Là, on a une formation qui commence. On va vouloir l'évaluer, on va montrer les retombées et faire de la démonstration que c'est un investissement pour que le ministère puisse recommander cette pratique-là. Parce qu'encore une fois, encore de nos jours, même si c'est dans le plan d'action santé mentale depuis 2005, on recommande les pères aidants, ça n'a jamais été évalué. On disait tout à l'heure, il y en a encore trop peu, mais ceux qui étaient déjà là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On présume que ça favorise le rétablissement des personnes. Mais encore faut-il faire la démonstration pour que les pouvoirs publics puissent recommander cette pratique-là. Parce qu'en bon scientifique, il faut avoir un certain scepticisme et se dire d'abord, peut-être que notre intuition, notre hypothèse de base, c'est peut-être le contraire. D'un coup, que les menteurs de rétablissement, c'est le contraire. On pense que ça favorise le rétablissement. Peut-être qu'on se trompe. Donc, en bon scientifique, il faudrait d'abord faire la démonstration qu'au moins ça ne nuit pas au rétablissement. Il faut essayer de démontrer que ça a l'effet contraire de ce qu'on souhaiterait. Une fois qu'on s'est dit, hey, on a vraiment essayé de le démontrer que ça ne marche pas, que ça avait un effet contraire, mais on n'a pas trouvé d'évidence que ça avait un effet contraire, là, on peut essayer de démontrer que ça a un effet positif. Donc, ça va être dans notre responsabilité de démontrer au plan scientifique et économique que c'est rentable d'investir là-dedans pour aider les gens à rester dans la communauté actifs et contributeurs de la communauté. Puis, ce qui est intéressant aussi, le rôle des mentors, ça va être, c'est des modèles pour les, parce qu'ils sont déjà passés par là. N'est-ce pas? Un peu ça. I've been there. Donc, pour ceux qui, nouvellement, ils sont catastrophés, arrivent à l'urgence ici aujourd'hui, psychiatrique, plein de gens très occupés, ils ont besoin de jaser. C'est la pire journée de leur vie là, quand ils sont forcés d'arriver à l'urgence psychiatrique. Là. C'est là que le père aidant est particulièrement utile pour rendre l'accueil, pour rendre ça moins brutal comme choc. Pour dire, tu vois, moi aussi, je suis déjà arrivé par ici et j'ai pu trouver ma propre trajectoire de rétablissement. Ça peut t'arriver à toi aussi. Il y a des façons, il y a différentes façons de s'y prendre, mais il y a du soutien qui existe. Quand ça te tentera, quand tu seras prêt, on pourra explorer différentes possibilités ensemble. Donc, le mentor, il entretient l'espoir du rétablissement pour les usagers eux-mêmes, mais aussi dans l'équipe de suivi. Dans l'autre sens, le mentor va rappeler aux professionnels qui sont là, c'est quoi vivre au quotidien avec ce type de difficultés-là et faire face aux obstacles liés à la stigmatisation. Les professionnels ont un autre régime de vie qui ne connaissent pas ça, c'est toute cette précarité-là. Ils s'en doutent bien, ils peuvent lire là-dessus, mais avoir quelqu'un dans l'équipe qui leur rappelle, oh, attention, n'oubliez pas qu'il y a tous ces défis-là que la personne là, continue à rencontrer lorsqu'elle retourne dans son quartier. Et qu'est-ce qu'on fait pour la soutenir dans ces défis-là? Le rôle du mentor, il est comme porte-parole auprès des usagers, de dire, bien, il y a peut-être des soins et services qui peuvent être utiles pour toi. Moi, j'en ai profité, et dans l'autre sens, aux équipes professionnelles, dire, porte-parole de la voix des usagers comme citoyens qui voudraient pouvoir être à part entière comme tout le monde, mais qui rencontrent des obstacles particuliers dans leur processus d'inclusion sociale. Et tous ces beaux principes-là, l'article de Larry Davidson, s'appuyant sur Obamacare,
et sur la loi pour les personnes handicapées. Il suggère que ça puisse s'appliquer, on est assez habitués, nous, en santé mentale, mais aussi à la santé physique. Et là, vous voyez l'immense marché potentiel. C'est des milliards de dollars aux États-Unis. Là. Et là-bas, il y a des organisations entièrement composées d'usagers qui offrent ces services-là. Des gens qui ont besoin de ce type de soutien-là, soutien social grâce à un accompagnateur mentor. Il ne fait pas nécessairement gratuitement, ça se paye. C'est toute une industrie, et nous, c'est un peu ce qu'on reproduit ici avec l'Association des mentors et partenaires de rétablissement. On essaie de développer ça comme service qui éventuellement pourrait devenir un service remboursable par l'Assurance maladie du Québec. Et c'est là qu'on voit tout un immense marché potentiel, peut-être. C'est l'occasion de faire notre place sur ce marché en émergence. Et toujours avec l'importance de aussi travailler sur les représentations sociales, s'attaquer à la stigmatisation en santé mentale. Ce que ne fait pas nécessairement l'Obamacare. Il va soigner les gens malades. Il ne va pas nécessairement essayer d'avoir une influence sur les représentations sociales en général. Mais le mentor qui prend la parole sur la place publique peut contribuer à influencer positivement, à faire en sorte que la stigmatisation soit moins sévère. Donc, finalement, le mentor qui est déjà passé par là peut contribuer à faire en sorte que les gens puissent se prendre en charge par eux-mêmes avec des informations appropriées sur les différentes possibilités de trajectoire de rétablissement. Quel genre de soutien on peut bénéficier là-dedans? On ne le sait pas nécessairement spontanément. Il faut avoir un lieu où on réunit cette information-là. Et continuer à faire la démonstration que c'est un investissement. Et c'est comme ça qu'on va sensibiliser les gouvernements. S'ils voient ça seulement comme une belle cause, à donner de l'argent pour une belle cause, ils vont dire que ce n'est pas mon rôle. Si on convainc, parce qu'on fait une démonstration objective, que c'est un investissement qui va rapporter à terme parce que les gens redeviennent ou restent contributeurs, là, on est dans une autre approche, un autre type d'argumentaire. Ce n'est pas seulement le fait de promouvoir une belle cause. Il y en a des tonnes de belles causes. Mais celles qui réussissent à avoir l'attention et du financement public, c'est celles qui vont démontrer qu'il s'agit d'un investissement qui devient rentable pour la collectivité. En gros, c'était ça l'argumentaire dans l'article de Larry Davidson. Et ici, si on continue, dans le fond, on voit que pour comprendre ces défis-là à l'inclusion sociale, c'est pas seulement d'un point de vue médical qu'on peut le faire. On a l'occasion d'introduire les sciences humaines, les medical humanities, pour comprendre c'est quoi les obstacles. Quels sont les déterminants sociaux favorables ou défavorables. Tout ça est très dépendant de la culture où on est, de l'environnement social. C'est bien démontré que le soutien social est un déterminant de la santé mentale aussi. Il y a des gens qui sont isolés ou les gens qui sont par exemple, à l'Institut Philippe Pinel, où par définition, ils n'en ont pas de visite d'amis librement. Ou s'ils en ont, c'est dans un contexte très, très protégé, c'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on va faire pour venir auprès de gens qui n'ont pas cet accès-là que la plupart d'entre nous, spontanément, en ont soutien social, mais pas tout le monde. L'idée, c'est de considérer qu'on a un peu une obligation d'offrir un peu une prothèse sociale avec le mentor de rétablissement, dont c'est le rôle de reconstituer un peu l'aspect informel de l'entraide, mais dans un contexte où, justement, cet accès-là à l'entraide informelle n'est pas permis. C'est là que l'expérience vécue, rapportée par les usagers, les mentors, va contribuer à avoir une compréhension plus globale et collective de ces défis-là. C'est ça qui va nous permettre de concilier la séparation qu'on a fait en Occident, dans la philosophie occidentale, entre le corps et l'esprit. Si on a un problème de santé physique, on va se faire soigner à l'hôpital ou
la clinique en haut de la pharmacie au coin de la rue. Ah, mais là, quand l'organe qui est peut-être à examiner les cerveaux, c'est une autre trajectoire de soins. Et ce qui entretient la stigmatisation, ce qui fait que les gens ne vont pas. Ils sont au courant, ils savent, si je vais là, les gens vont me voir aller là. C'est pas tellement évident. Alors que si c'est en haut de la pharmacie au coin de chez nous, les gens, c'est comme naturel, ça fait partie de la vie au quotidien. C'est ça qu'on voudrait pouvoir développer avec cette approche-là. Parce que dans le fond, l'être humain, ce qui fait la plupart des différences entre les individus, les familles et les communautés ne sont pas pour l'essentiel physiologiques. Ce qui fait la différence, là, c'est l'environnement culturel. C'est ça qui va expliquer que les défis liés au rétablissement. C'est comme ça qu'avec les arts, les humanités, les sciences sociales et l'éthique, on a une opportunité de concilier, d'avoir une approche vraiment globale de la personne. C'est ce qui va nous permettre d'aller au-delà des clivages habituels, parce que dans le fond, la santé, c'est un bien-être à la fois mental, physique et social. De séparer les trois de manière artificielle, c'est comme si on découpait la personne en trois dimensions, alors que c'est continuellement réuni. La personne, elle ne se fait pas un temps plein avec 2 temps partiels. Le matin, je vais vivre mon problème de santé mentale. Puis l'après-midi, je vais vivre mon problème de santé physique. C'est continuellement interrelié pour la personne. Comment faire en sorte que le système soit accueillant pour ça, plutôt que d'avoir des trajectoires bien définies quand c'est l'un, c'est pas l'autre et inversement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de promotion de la santé, seulement plutôt que guérir la maladie. C'est pas suffisant. On a tout un chantier de promotion de la santé qui nous a permis de développer une approche plus constructive, avec un modèle, là, une approche écologique à plusieurs niveaux qui prend en compte les déterminants sociaux de la santé. Puis quand on intègre leur établissement et la pleine citoyenneté, on voit que les usagers ne sont pas seulement les cibles d'intervention, peuvent aussi être les acteurs de qui partent les interventions. C'est là l'innovation en termes de santé publique. Puis graduellement, nous, ce qu'on a modélisé, c'est justement comment le mentorat de rétablissement va favoriser ce parcours-là de patients. Les gens deviennent graduellement plus actifs, s'impliquent dans un projet citoyen ou autre, pour éventuellement, en ciblant la pleine citoyenneté. Puis ici, on a un extrait là, du plan d'action en santé mentale qui parle des pères aidants mentors de rétablissement, ce qu'on mentionnait, là, un modèle de rétablissement à la fois pour l'équipe et pour les usagers, parce que ça contribue à une reconnaissance du vécu. La grande valeur d'être passé par des épreuves comme celle-là. Puis en comprenant tous ces défis-là, ça va contribuer à améliorer la qualité des soins et leur finalité. Donc, le rétablissement au plan politique et légal, c'est un principe à la base des plans d'action, des stratégies, des réformes des systèmes de santé mentale. Ça a été initié en très grande partie par les usagers eux-mêmes, en continuité avec d'autres mouvements émancipatoires. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire en sorte qu'une fois qu'on a désinstitutionnalisé, oui, les gens ne sont plus à l'hôpital ici, ils sont dans la communauté. Mais s'ils sont encore dans la communauté, mais isolés de la communauté, c'est pas mieux, là. Si la vie est merdique à l'hôpital, mais qu'elle est merdique aussi dans la communauté, pour la personne, c'est merdique anyway. Fait que c'est un peu ça, le fait que les usagers contribuent, ils vont faire évoluer le regard pour dire comment on peut être bien dans sa peau, qu'on soit un peu moyennement ou très malade, puis être de la communauté. Et pour ça, il faut stimuler. Ce qui nous a amené à développer le cadre de la pleine citoyenneté, parce que c'est ça qui va permettre aux gens de rester actifs et contributeurs. Puis déjà, les études ont démontré qu'avec ce focus-là sur la pleine citoyenneté, plutôt que seulement sur la réduction des symptômes, les gens, oui, effectivement, sur les symptômes, il y avait une amélioration. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de permettre à la personne de pouvoir continuer à poursuivre ses aspirations.
Donc, on a développé ce modèle-là avec l'équipe, avec Larry Davidson, entre autres aussi d'autres personnes. On applique ça au Québec. Voici d'autres articles que vous pouvez consulter. On a fait ça avec mon équipe, entre autres, développer et valider une mesure de la citoyenneté. Puis avec le modèle global de santé publique, il y a les mentors de rétablissement qui apparaissent là, pour la première fois dans la littérature scientifique. Et avec la série d'exposés, de présentations qu'on commence à l'instant. D'ailleurs, on s'apprête à formaliser tout en maintenant le caractère informel cette nouvelle pratique en émergence. Et je vous invite là, à imaginer votre place dans ce qui apparaît, selon l'article de Larry Davidson, comme une immense industrie qui est à prévoir, là, qui va se développer dans les prochaines années. Alors, voilà. Merci beaucoup. Question? On va arrêter, on va suspendre l'exposé ici. Puis j'ai terminé l'enregistrement que les gens pourront voir dans le cadre du cours. Et si vous voulez, ensuite, on va entre nous poursuivre la question. À bientôt.